Donc, quoi de neuf avec la 5G? On va voir ça. Et évidemment, en premier lieu, je vais me présenter un peu mieux. Et ça, je le mets dans la conférence. Donc, je remercie évidemment la Casemate et la FIS de m'avoir invité ce soir à faire cette conférence. Et on va attaquer par finalement savoir qui vous parle. Et sur un sujet controversé, un sujet comme les ondes électromagnétiques, c'est déjà quelque chose d'important, c'est de savoir une personne qui vous parle, d'où elle vous parle, est-ce qu'elle a travaillé dans ce domaine, est-ce que... Voilà, parce que le mot expert étant ce qu'il est, c'est bien de savoir si la personne a travaillé dans le domaine. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai fait pendant 30 ans de la recherche. Au début, j'ai travaillé au CEA, mais je travaillais au départ en recherche fondamentale. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais c'est juste pour vous dire que j'ai passé toute ma vie dans les champs électromagnétiques. Et au début, je faisais de la recherche fondamentale en utilisant la résonance magnétique nucléaire. Donc j'étudiais des métabolismes cellulaires en endocrinologie. Et avec la résonance magnétique nucléaire, qui donc utilise des champs électromagnétiques. Et c'est ensuite, lorsque je travaillais à l'Institut de recherche biomédicale des armées, dans le laboratoire de biophysique, et dans l'unité, dans le département des effets des rayonnements, que je me suis mis à faire des recherches sur les champs électromagnétiques en tant que facteur de risque potentiel. Donc j'ai changé de regard, en fait. Je les ai plus utilisés comme un outil, mais comme un objet de recherche, en fait. Et le but des recherches, c'était de savoir si, j'appelle ça des recherches à visée normative, puisque c'est de savoir si les seuils réglementaires utilisés sont valides, ou s'il faut les renforcer ou les alléger éventuellement. Et donc, vous allez comprendre que ce n'est pas ma recherche qui va résoudre ce problème, mais qu'on a contribué à ces travaux. Ensuite, j'ai travaillé quelques temps à Minatech et avec le CSTB, donc dans un labo. Il m'arrivait de faire de l'expertise pour l'ANSES, donc sur les radiofréquences. Et depuis 2017, je travaille comme expert scientifique indépendant, toujours aussi avec un volet formation pour notamment des professionnels de santé au travail. Et là, ça va être plus sur le volet professionnel, exposition professionnelle, réglementation pour les professionnels, avec toujours aussi un volet expertise. J'ai participé, par exemple, sur la 5G, au groupe de travail sur la 5G en Wallonie, pour le gouvernement wallon. J'ai été membre du Haut Conseil de la santé publique de 2017 à 2019 sur les risques liés à l'environnement. Et puis, je fais partie de sociétés savantes depuis longtemps dans lesquelles je suis impliquée, notamment la Société française de radioprotection. BioEM, c'est le rassemblement restant des sociétés de bioélectromagnétisme européennes et plus américaines. Union Radiosciences Internationale, c'est aussi autour des champs électromagnétiques. Et Société française de santé environnement. Donc voilà, vous savez tout. Qui va vous parler des ondes électromagnétiques? Donc j'ai pas de conflit d'intérêt, oui, je ne vends rien qui est en rapport avec des objets qui émettent des ondes. Donc aujourd'hui, le parcours, on va voir un peu les notions de base, la réglementation et les niveaux d'exposition. On va voir comment on va de la recherche scientifique à l'évaluation du risque. Et puis, très, très brièvement, l'information du public, parce que j'ai déjà trop de diapositives. Alors, les ondes électromagnétiques. Alors, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire beaucoup de physique. Et d'ailleurs, je ne serai pas bonne à faire de la physique. Mais il faut quand même savoir ce que c'est qu'une onde électromagnétique. Donc une onde électromagnétique, en fait, c'est un support, comment dire, c'est un support de transport d'énergie. C'est un mode de transport d'énergie sans support, justement, quelque part. C'est un champ électrique et un champ magnétique qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Et cette onde électromagnétique, elle va être caractérisée par sa fréquence
et sa longueur d'onde. Vous avez tous entendu parler quand on cherche une radio, hein, de la longueur d'onde. Donc la fréquence, donc, comme elle se déplace en oscillant, mais je ne peux pas faire le... D'accord. Comme elle se déplace en oscillant, donc la fréquence est exprimée en Hertz. Donc Hertz, c'est une oscillation par seconde. En réalité, vous allez voir que ça oscille très très vite. Et puis la longueur d'onde, c'est ce qui sépare deux points d'oscillation. Donc cette onde, elle peut être continue, modulée, pulsée, ça dépend tout comment le signal est travaillé justement selon ce qu'on en fait, notamment les signaux radio pour les radiofréquences. Donc, et ces deux grandeurs sont liées entre elles, F égale C sur lambda, C étant la vitesse de la lumière. Donc vous voyez que la fréquence et la longueur d'onde sont inversement proportionnelles. Donc plus la fréquence est grande, plus la longueur d'onde est petite. Donc ça, c'est juste un truc à savoir. Et puis, cette onde électromagnétique, elle va avoir une certaine puissance. Alors, la puissance, c'est la quantité d'énergie émise par seconde qui est, comment dire, là, je vous parle de la puissance de la source. Donc, cette puissance, elle va être en watts. Et puis, l'intensité de l'onde électromagnétique, elle va pouvoir se mesurer. Et à ce moment-là, on va pouvoir mesurer l'intensité du champ électrique en volts par mètre ou l'intensité du champ magnétique. Dans les radiofréquences, je vous précise dans les radiofréquences que ce n'est pas toujours le cas. Vous allez voir, il y a des complications. Accrochez-vous parce que les ondes électromagnétiques, il y a quand même des complications à tous les étages. Mais à l'arrivée, ce n'est pas si compliqué si on suit. Donc, quand il s'agit des radiofréquences, le champ magnétique et le champ électrique sont toujours ensemble et varient dans les mêmes proportions. Si vous arrêtez le champ électrique, vous arrêtez le champ magnétique. S'il y en a un qui diminue, l'autre diminue dans les mêmes proportions. Donc, quand on va vouloir mesurer le champ électromagnétique des radiofréquences, on va mesurer qu'une de ces composantes. Ce n'est pas la peine de mesurer les deux. Donc, pour avancer un petit peu, le spectre électromagnétique, donc, c'est l'ensemble, la gamme des fréquences. Cette gamme des fréquences, elle va de 0 à l'infini. Donc, dans ce sens, vous avez les longueurs d'onde croissantes, et dans ce sens, là, la ligne verte, vous avez les fréquences en Hertz qui sont croissantes dans ce sens-là. Donc, ce qui se passe, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc ce qu'on appelle vraiment les champs électromagnétiques, c'est cette famille qui se trouve ici, dans des fréquences plus basses, on va dire, de l'ensemble du spectre. Dans ces fréquences-là, on va discerner les basses fréquences. Alors, les basses fréquences, qu'on appelle les basses fréquences, ça va être, on englobe là-dedans les champs magnétiques. Les champs magnétiques, c'est ceux qui ont une fréquence nulle. Là, il n'y a plus que du champ magnétique. Le champ magnétique, ça va être le champ magnétique de l'aimant que vous collez sur le frigo. Mais le plus fort champ magnétique que le public peut rencontrer, ça va être si vous passez une IRM. Là, c'est un aimant géant, en fait, l'IRM. L'IRM est un mélange, donc c'est comme la RMN, c'est un mélange de champs magnétiques et de radiofréquences. Et donc, on va retrouver ça à plusieurs endroits dans le spectre. Donc voilà, ici, vous avez les champs statiques. Ensuite, vous avez les basses fréquences, 50 Hz, ça, c'est le courant électrique, en fait. Donc, tous les appareils électriques que vous avez à la maison, si vous mesurez autour d'eux, il y a un champ électrique qui est mesurable et un champ magnétique. Ensuite, quand on monte encore en fréquence, il y a ce qu'on appelle, proprement parlé, les radiofréquences. Les radiofréquences, c'est une grande famille qui va à peu près de 10 MHz à 300 GHz. Là, je vous ai marqué kHz, MHz, GHz, THz. Donc, kHz, c'est 10 puissance 3 Hz. Donc, vous voyez, ça oscille très, très vite. Méga, c'est 10 puissance 6 Hz. Donc, ces radiofréquences, on y trouve tout ce qui est émetteur. Il y avait les émetteurs de télévision, les émetteurs de radio. Donc la Tour Eiffel est l'émetteur, vraiment un gros émetteur radioélectrique. Vous avez la téléphonie mobile, vous avez les fours à micro-ondes qui sont là-dedans aussi. Vous avez le Wi-Fi, vous avez des radars.
Dans les gammes assez hautes, vous avez aussi les scanners qui sont au niveau des aéroports. Et dans cette gamme-là, on parle d'ondes millimétriques parce qu'on est dans une gamme où la longueur d'onde est en millimètres. C'est pour ça qu'on dit des ondes millimétriques. Mais en fait, les ondes millimétriques, c'est aussi la partie haute des radiofréquences. Après, on parle aussi des térahertz, qui sont donc, vous voyez, 10 puissance 12 Hertz. Donc tout ça pour vous présenter un petit peu ce panel des ondes électromagnétiques. Vous voyez qu'on y trouve toutes sortes d'applications. Je ne vous parle pas des applications dans l'industrie. Et entre les deux, il y a un chevauchement. Là, je vous parle d'un point de vue plus biologique. On ne passe pas brutalement des effets des uns aux autres. Et ce chevauchement, on appelle ça les fréquences intermédiaires, dans lesquelles on va trouver, par exemple, les plaques à induction ou les compteurs Linky, qui ne sont pas des émetteurs au passage. Donc là, quand on monte encore, on trouve les infrarouges. Plus haut, on trouve le visible, la lumière visible. Et puis, ensuite, on arrive sur les rayonnements UV, les rayonnements du soleil. Et puis, vous voyez qu'après, j'ai mis en grisé parce que j'ai séparé les rayonnements ionisants et les rayonnements non ionisants. Ça, c'est important pour la question de la santé parce que les rayonnements ionisants, c'est des rayonnements qui sont capables, de par l'énergie propre donc des corpuscules qui composent ces champs électromagnétiques. Vous savez, quand on parle de, par exemple, la pollution lumineuse, on parle facilement de pollution photonique. Des photons, il y en a dans toutes les fréquences, en fait. Donc, à ce niveau-là, donc on a... voilà, il y a encore des places pour s'asseoir. Là. Là, devant, voilà. Donc, ça, c'est important parce que cette partie-là, vous avez donc les rayonnements ionisants ont donc l'énergie intrinsèque de ces corpuscules qui s'expriment en électronvolts. Elle est suffisante pour induire ce qu'on appelle ce phénomène d'ionisation qui consiste à faire sauter des électrons en fait au sein même des atomes. Et ce phénomène induit la création de radicaux libres, induit des cassures dans les molécules, notamment les molécules d'ADN. Et c'est comme ça que, intrinsèquement, à partir du moment où cette énergie dépasse à peu près 12,4 électronvolts, on a des ondes électromagnétiques qui sont tout ce qu'on connaît de la radioactivité, en fait, qui sont intrinsèquement cancérigènes, potentiellement cancérigènes, parce que vous savez que les cancers viennent beaucoup des mutations qui ne sont pas réparées. Et donc, eux ont cette capacité-là, tandis que tous les rayonnements qu'on appelle non ionisants n'ont pas d'énergie suffisante pour aller casser les molécules. Et c'est ces ondes qui nous intéressent. Vous allez voir qu'ils ont d'autres types d'effets. Donc, mais eux, on les appelle les rayonnements non ionisants. Donc, le rayonnement ionisant, il commence au niveau du Soleil. Donc, si on avance encore et qu'on va regarder d'un peu plus près, puisqu'aujourd'hui on va parler de la 5G, les fréquences de téléphonie mobile, les fréquences donc 2G, 3G, 4G, 5G, vous savez, 2G, 3G, 4G, 5G, c'est les générations de téléphonie mobile. Bon, je ne vous parle même pas de la 1G où c'était un téléphone qui faisait 1 kilo. Mais 2G, c'était le téléphone avec lequel on pouvait faire que des SMS. Après, vous avez le 3G, on peut envoyer des photos. Et puis 4G, c'est les smartphones maintenant où il y a Internet. Donc, c'est chaque fois une nouvelle génération qui se produit, en fait, à peu près tous les 10 ans. En moyenne, il y a une nouvelle génération. Et là, on voit ce graphe de l'ANFR. Donc, je vais beaucoup vous parler, enfin, souvent, vous allez entendre parler de l'ANFR ou de l'ARCEP, qui sont les deux autorités de régulation, on va dire, des télécommunications, l'ARCEP, régulation des postes et télécommunications, et l'ANFR, qu'on appelle un peu le gendarme des fréquences, qui va regarder que les fréquences sont bien utilisées comme il faut, parce que, vous savez, tout ce spectre électromagnétique, notamment les radiofréquences, les fréquences, elles appartiennent à l'État, et elles sont louées finalement aux opérateurs. En quelque sorte, ils ont des mandats pour les utiliser pour tel ou tel usage.
Et quelqu'un qui doit utiliser pour faire de la téléphonie, il ne peut pas faire de la télévision. Ou voilà, il faut utiliser les gammes de fréquences. Vous pouvez aller sur le site de l'ANFR et voir toute la frise des fréquences et tous les usages qui en sont faits. Donc les fréquences sont données pour des usages particuliers. Et il y a quelques fréquences libres, comme par exemple 245, le four à micro-ondes, qui sont des fréquences qui peuvent être utilisées par les industriels pour faire ce qu'ils veulent, sans déclarer, sans louer une bande. Donc là, on a la bande des fréquences qui sont utilisées donc pour la téléphonie mobile, qui va à peu près de 6, ce qu'on appelle la bande 700, là, 700 MHz, et donc on va là jusqu'à 86. Donc les bandes utilisées, ça c'est des bandes déjà attribuées en bleu, qui pourraient être utilisées en 5G. Donc ça, c'était quand c'était en préparation, donc ils pourraient être utilisés en 5G. Et puis, vous avez les bandes 5G qui ont été identifiées dans les ondes qu'on appelle les ondes millimétriques, qui jusqu'à présent n'ont jamais été utilisées pour la téléphonie mobile. Et donc, autour, ce qu'on appelle la bande... la bande 24,5 par là. Et donc, cette bande-là va être déployée. Et puis, on peut utiliser dans le futur, sans doute, il y aura des choses qui vont peut-être se produire à des fréquences plus hautes. Donc, vous voyez que, en fait, il y a des caractéristiques. Au plus on est dans des fréquences basses, au plus la couverture va être large. Les ondes peuvent porter assez loin. Il y a une grande portée. Donc de ce côté, vous allez vers la portée, et au plus on monte en fréquence, au moins la portée est grande, mais au plus ça va être le débit qui est grand. Donc vous comprenez tout de suite que les usages vont pouvoir varier selon comment on utilise, quelle fréquence on utilise. Donc là, il y a les bandes millimétriques, donc dites millimétriques, et puis il y a aussi cette bande-là qu'on appelle 3,5, qui est assez proche de celle-là. Finalement, il n'y a que 1 GHz de plus, et qui est une nouvelle bande. Donc, pardon, pourquoi ça n'avance pas? Ah, ça y est, ça avance trop vite. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, donc, voilà, c'est pas la santé, mais enfin, c'est quand même bien de savoir qu'on parle de quelque chose qui est en train de se développer. Il y a plus de 44 000 sites qui sont autorisés. Là, vous allez sur le site de l'ANFR, vous avez toutes les infos dans tous les sens sur ce sujet, et dont 35 000 techniquement opérationnels. Donc, la 5G, c'est quelque chose, c'est parti, quoi, en fait. Et je vous ai mis à titre de comparaison le nombre de sites 4G qui existent aussi. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, la 5G, elle est développée à 700 MHz, 900 MHz, 1,8 MHz, 2,1 GHz et 2,1 GHz, et à 3,5. Donc ça, c'est ce qui est développé actuellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ces fréquences, donc 700 MHz, jusqu'à présent, c'était pas utilisé. C'est une fréquence qui a été utilisée pour la télévision. Et comme on ne se sert plus de ces fréquences-là pour la télévision, qui a été reversée pour la téléphonie mobile. Donc, du coup, elle est utilisée pour la téléphonie mobile. Et la seule bande de fréquence où il n'y a que la 5G, c'est la bande 3,5 GHz, qui est développée à l'heure actuelle. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a que 7 sites en France où il n'y a que de la 5G dessus. Parce qu'en fin de compte, vous voyez que les antennes peuvent, sur les mêmes sites, vous pouvez avoir de la 2G, de la 3G, de la 4G, ça sur un même site. Donc finalement, quand des personnes font brûler, par exemple, des sites 5G, en fin de compte, ils font brûler plein de choses. Et généralement aussi la radio. Donc je dis ça au passage. Donc là, moi, je vous parle de celles qui sont développées actuellement. Et puis la bande 26 GHz, c'est encore pas déployé. Donc les principales évolutions techniques avec la 5G, le codage des signaux, il n'est pas fondamentalement différent de la 4G. Pour l'instant, la 5G, elle repose énormément sur le réseau 4G, en fait, mais c'est quelque chose qui est évolutif. Au fur et à mesure qu'il se déploie, il y a des usages qui se déploient, et
on va aller vers quelque chose où il n'y a que la 5G. Et quand on regarde bien, il y a un calendrier sur la NFR, par exemple, qui dit en 2030, il faut que la 5G soit à 100% déployée sur le territoire. Donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est un grand aménagement du territoire, en fait, comme quand on a déployé la téléphonie à fil. Donc les antennes de génération antérieure, elles sont utilisables, et il y a des nouvelles antennes MIMO qui sont donc spécifiques à la 5G qui arrivent. Bon, il y en a qui les ont utilisées dans d'autres pays aussi pour la 4G, mais en France, elles sont déployées et elles sont de plus en plus utilisées, en tout cas pour la 5G, c'est l'explosion de ces antennes, qui sont un petit peu comme, imaginez je sais pas moi, un banc de LED, vous voyez, et vous allez pouvoir éclairer à ce moment-là les petites LED que en direction des appareils qui se connectent. Donc c'est comme ça que fonctionnent un peu ces antennes dites intelligentes, c'est-à-dire que vous allez le voir après sur des schémas, elles ne vont pas avoir un faisceau en permanence qui arrose une zone, mais elles vont éclairer en fonction des usages. Donc le débit est augmenté, la latence diminuée, la densité de connexion augmentée, donc tout ça d'un facteur à peu près 10. Et avec donc une efficacité énergétique, ça veut dire que pour transporter le même nombre, la même quantité d'informations, vous utilisez moins d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée, avec un développement technologique, selon comment on l'utilise, on ne va pas utiliser plus d'énergie au total. Ce que je veux dire, c'est la même quantité d'informations transférées. Et puis, donc, ça augmente aussi la capacité du réseau, parce que l'idée, c'est aussi de pallier au fait d'arriver à la saturation du réseau 4G. Donc voilà un petit peu la représentation de ces antennes. Vous avez l'antenne classique, en quelque sorte, qui arrose une zone, et puis l'antenne 5G qui va, les antennes donc beamforming, mais qui sont déployées essentiellement dans la bande 3,5 GHz et dans les bandes hautes, et donc qui vont aller que vers les appareils qui se connectent. Donc c'est là aussi où il y avait des interrogations sur ce type d'exposition qui change. Alors les usages de la 5G, c'est pas le sujet, hein, mais je vous dis, vous pouvez aller voir la plaquette, mais ça va de la télémédecine, la surveillance à distance, c'est toutes les connexions des voitures. Dans l'agriculture, il y a des développements qui sont en cours, dans la logistique. En tout cas, les enjeux, ils sont multiples, techniques, économiques, environnementaux, énergétiques, sanitaires et sociétaux. Et donc, forcément, il y a des réglementations, il y a des enjeux, des questions de valeur, des questions d'habitude, et il y a une controverse. Il y a un lit qui est là, qui est favorable à une controverse autour de la 5G. Donc ça a été surtout au moment du déploiement en 2020-2021, et puis un certain nombre de questionnements et d'oppositions qui peuvent survenir. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est RF et santé. Donc on va voir les notions de base des questions sanitaires. Alors ces ondes, vous avez vu, elles se propagent de façon rectiligne. Et en l'absence de tout obstacle, eh bien, elles se propagent tranquillement. On a vu que les fréquences millimétriques, elles vont être arrêtées beaucoup plus facilement. Elles vont mal passer, elles ne vont pas passer dans les bâtiments. Il va falloir avoir que des connexions de proximité. Tandis que d'autres vont rentrer facilement. Donc l'intensité du champ, si on mesure l'intensité du champ à partir d'une source, finalement, on retombe un petit peu comme si on avait une lampe poche. Vous voyez, une lampe torche. Comme ces ondes, on peut les voir, les rayonnements visibles, vous pouvez faire l'expérience vous-même de ce qui se passe avec une antenne, puisque si vous mettez très près de votre main la lampe torche, vous allez avoir un petit point lumineux, très fortement lumineux, et au plus vous l'écartez, au plus le champ, quelque part, devient grand, et au plus la lumière est petite. Donc ça veut dire, ça c'est ce qu'on appelle la densité de puissance, c'est le nombre de watts par mètre carré qui diminue, parce que l'intensité du champ, localement, elle diminue en fait, parce que ce champ qui est intense et qui sort de la lampe, il est dilué au plus
au plus le faisceau s'écarte. Vous comprenez? Donc, au plus vous vous écartez, au plus vous vous éloignez, au plus le champ électromagnétique qu'on va pouvoir mesurer, il est faible. Donc, c'est ce qu'on représente là. Ça, c'est un graphe que j'ai pris dans un rapport de l'ANSES avec une source rayonnante de 50 milliwatts. Et ben, très près de la source, vous avez une intensité qui est forte. Et puis, il y a une décroissance qu'on dit qui est inversement proportionnelle au carré de la distance. D'accord? Donc, ça décroît quand même très, très vite. Vous faites 10 mètres, ça décroît de 100. Vous faites 100 mètres, ça décroît de 10 000. Alors, pour les antennes relais, ben, c'est pareil. En fait. Donc, vous voyez, là en haut, celle-ci, ça va être une antenne classique, si vous voulez, et puis en bas, une antenne 5G. Les antennes, on dit qu'elles sont directives, c'est-à-dire que le but, évidemment, c'est pas d'envoyer les ondes électromagnétiques dans le ciel ou de les envoyer au sol, parce que si vous les envoyez au sol, c'est comme si, avec une lampe, vous mettez votre lampe torche devant vos pieds, vous n'allez rien y voir. Donc, le but, c'est d'exposer une zone la plus grande possible par rapport à l'antenne qu'on a. Et donc, finalement, quand on est dans un immeuble avec une antenne sur le toit, c'est là où on est le moins exposé par cette antenne, en fait. On va téléphoner avec des antennes qui sont ailleurs, de préférence. Donc, au niveau des interactions des ondes avec la matière, eh bien, il y a des phénomènes de réflexion, de diffusion, de diffraction, d'absorption. Et on voit que là, vous avez de nouveau une petite complication, puisque au fur et à mesure que... là, vous avez ici les fréquences, donc de 0 à infini. Là, on a les rayonnements non ionisants que je vous ai montrés tout à l'heure. Et là, plus précisément, les radiofréquences. D'accord? Tout le monde suit? Vous n'avez pas perdu? Alors, on voit qu'en fonction de la fréquence, les ondes électromagnétiques pénètrent plus ou moins dans le corps. Quand on est dans les basses fréquences, elles peuvent traverser très facilement. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que bon. Mais toujours est-il que les radiofréquences, quand on est dans la gamme des radiofréquences, vous allez avoir des ondes radiofréquences qui vont pouvoir traverser complètement le corps, et puis d'autres qui vont s'arrêter, en fait, qui ne vont pas arriver à traverser complètement. Et quand on monte encore en fréquence, bon, l'échelle n'est pas bien bonne, il aurait fallu que ce soit là, mais à un moment donné, à partir à peu près de 6 GHz, les fréquences s'arrêtent en surface de la peau. Alors là, vous avez la fréquence du four à micro-ondes, par exemple. Vous voyez, le four à micro-ondes, ça s'arrête à mi-chemin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire tourner les aliments dans le four, parce que les ondes ne pénètrent pas complètement. Donc, si vous ne faites pas tourner, vous allez ça ne se passe pas bien, quoi. Donc... la pénétration de ces ondes donc, est différente selon la fréquence et les effets aussi qui sont provoqués par ces ondes quand elles pénètrent dans la matière ne sont pas les mêmes en fonction de la fréquence et elles varient selon la puissance. Donc on va voir et on parle d'effets à seuil, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on est dans les fréquences hautes, qu'on appelle les fréquences hautes, c'est-à-dire les radiofréquences, celles qui nous intéressent aujourd'hui, le phénomène principal qu'on va voir, ça va être une absorption avec des phénomènes d'échauffement. Quand on est dans les fréquences basses, ça va être des stimulations des tissus excitables dans les fréquences au niveau de l'électricité. Donc, et les fréquences intermédiaires, bon, ben, on passe de l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on les appelle intermédiaires, parce qu'on a un mélange un peu des deux types d'effets, puisqu'on passe progressivement de l'un à l'autre. Donc, ce qui se passe à un autre niveau de complexité, c'est que quand on est dans les fréquences hautes, je vous ai dit, il y en a qui pénètrent dans la matière et puis il y en a d'autres qui ne pénètrent pas dans la matière quand on monte en fréquence. C'est pour ça que quand on est en fait en dessous de 6 GHz et qu'on a une pénétration dans la matière, on va parler là en débit d'absorption spécifique. Je vais vous montrer mieux ce que c'est. Parce qu'on va parler en watts par kilogramme, parce que les watts rentrent dans la matière, en quelque sorte. Tandis que si vous êtes au-dessus, où les ondes s'arrêtent en surface, on va parler en watts par mètre carré, c'est-à-dire juste ce qui est absorbé en surface.
Donc ça, en fin de compte, ces 2 unités que je vous donne, c'est les unités qui permettent de quantifier l'exposition aux ondes électromagnétiques. C'est le nombre de watts absorbés, soit en profondeur si on est dans une gamme de fréquences où les ondes peuvent pénétrer, soit en surface si on est au-dessus de 6 GHz. J'avais pensé à quelque chose d'autre à vous dire, mais je ne me rappelle plus quoi. Donc, c'est des effets à seuil, c'est-à-dire qui se produisent à partir d'une certaine puissance. Et ça va me venir en cours de route. Donc, pour voir un peu plus près ce que c'est que le DAS, c'est donc un indicateur biologique de référence, le débit d'absorption spécifique. Par exemple, prenons un poulet, vous voyez, d'1 kilogramme qu'on met dans un four de 1000 watts. Si c'est tout bien fermé, eh ben, le poulet va avoir subi, en gros, un DAS de 1000 watts par kilo. D'accord ? Et vous voyez qu'il est cuit. Alors, ça, c'est pas propre à la fréquence du four à micro-ondes à 2,45. On pourrait très bien faire un four à micro-ondes à la fréquence du téléphone ou à la fréquence de France Culture. Vous voyez ? Et ça marcherait même mieux. Parce que c'est mieux, ça absorbe mieux autour de ces fréquences-là qu'à 2,45. Mais cette fréquence est libre. Donc c'est pour ça qu'on fait les fours à micro-ondes à 2,45, mais pas parce que c'est là qu'il y a une absorption. Donc la dosimétrie biologique, c'est une spécialisation, comment dire. Il y a des physiciens qui sont spécialisés en dosimétrie biologique et qui vont être capables d'identifier le DAS, parce que le DAS, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à obtenir, puisque c'est une valeur qui est interne au corps. Vous voyez ? Comment savoir combien il y a de watts par kilo absorbés ? Donc là, ça va être des modélisations numériques et qui sont validées par des mesures physiques. Des mesures physiques sur des modèles, sur des fantômes, voilà, parce qu'on ne peut pas planter décemment une sonde dans quelqu'un pour voir quel champ électrique il y a à l'intérieur. Donc, quand on avance un peu, alors je vous rassure, je vous ai montré le four à micro-ondes, je vous ai dit qu'on pouvait faire un four avec n'importe quelle fréquence de radio, mais les appareils communicants, ils ne sont pas assez puissants pour faire chauffer. Donc il y avait la question au début, est-ce que ça échauffe ? Eh bien non. La chaleur parfois ressentie au contact d'un téléphone, c'est pas dû aux ondes électromagnétiques, c'est dû à l'électronique de l'appareil. C'est dû au fait que déjà, si vous vous mettez un appareil éteint, faites l'expérience, vous allez voir que votre oreille elle chauffe quand même, parce que vous empêchez la circulation sanguine de se faire correctement. Et donc, voilà, donc c'est pas les ondes électromagnétiques qui vous chauffent la tête, et ces appareils n'ont pas une puissance suffisante pour faire chauffer. Donc je le dis au passage, pour ne pas vous inquiéter avec l'image du poulet. Donc les effets avérés des radiofréquences, finalement, ils sont connus. C'est donc des effets d'échauffement. Là, vous avez les images qui sont faites en dosimétrie numérique pour tout ce qui est caractérisation du DAS. Donc maintenant, il y a des laboratoires qui sont spécialisés là-dedans avec des modèles de toutes les tailles, hommes, femmes, dans toutes les positions, pour savoir quel est le DAS à tel endroit, dans telle matière, parce que selon la matière, l'absorption n'est pas la même aussi. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail non plus, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Donc les fréquences, donc on a dit des effets d'échauffement, à partir de seuil, à partir de 4 watts par kilo si on expose le corps entier, ou à partir de 100 watts par kilo si on expose de façon localisée. Et puis en dessous, 250 watts par mètre carré sur 20 cm² pour commencer à avoir un échauffement en superficie. Donc ces valeurs, bon, je ne vous les mets pas pour les retenir, mais pour vous dire que du coup, vous voyez qu'il y a des effets. Et ces effets liés à la chaleur, ce n'est pas des effets anodins. Même si certains disent oui, mais on prend que les effets thermiques, c'est vraiment rien du tout. Je regrette, mais il ne faut pas s'exposer à des valeurs qui dépassent les capacités d'adaptation du corps ou qui commencent à vous faire chauffer à l'intérieur. Donc, pour la sécurité sanitaire, il va falloir faire une réglementation.
Et c'est cette fameuse réglementation donc, dont le principe repose sur mettre des marges de sécurité à partir des seuils où on sait que les effets commencent à apparaître. Parce que quand je vous ai donné ces seuils, vous n'êtes pas cuit tout de suite au niveau du seuil. Hein. C'est à partir du seuil, c'est là où on voit un effet, par exemple, d'évitement, où c'est des effets qui sont très fins au début, quand on dépasse juste le seuil, et au plus on monte, au plus on a un effet. Et si on monte beaucoup, eh ben, on va avoir un effet vraiment de brûlure. Donc, mais à partir de ces seuils, on fait un premier facteur de réduction qui va être la limite pour les professionnels. Et ensuite, un deuxième facteur de réduction donc, des valeurs en champ électrique donc, ou en DAS. Au départ, c'est donc en DAS. Et on va avoir les limites pour le public. Donc les limites pour le public, elles sont très inférieures au seuil d'apparition des effets avérés, des premiers effets avérés. Par exemple, pour la tête et le corps, les valeurs sont 50 fois inférieures au seuil d'apparition des premiers effets avérés. Donc c'est l'ICNIRP, qui est une commission internationale de protection contre les rayonnements électromagnétiques, qui est un groupe d'experts internationaux, qui, pour l'Europe et pour beaucoup de pays, enfin, disons que beaucoup de pays l'utilisent, elle fait référence pour l'OMS, et qui fait un suivi de la bibliographie, des analyses, et qui se fonde sur l'état des connaissances pour faire des propositions de seuil qui sont ensuite repris dans la réglementation. Donc c'est ce qu'on voit ici. En Europe, il y a une recommandation pour le public. Donc, depuis 1999, il y a une recommandation européenne qui est en train d'être, d'ailleurs, qui va être revue sur certains points, notamment techniques. Et cette recommandation, ensuite, elle est appliquée dans les différents pays. Alors, une recommandation, on ne va pas rentrer non plus dans le détail de comment c'est appliqué, mais toujours est-il qu'en France, on a le décret qui date du 3 mai 2002, qui en fait reprend les valeurs qui sont dans la recommandation européenne, qui elle-même se fonde sur les valeurs qui sont recommandées, les lignes directrices recommandées par la Commission internationale ICNIRP. Donc ça, depuis le début, cette réglementation, en fait, elle couvre déjà les fréquences de la 5G. Alors, il y a des niveaux, de ce fait, des niveaux à respecter pour les radiofréquences. On discerne, alors là, nouveau niveau de complexité, on discerne les champs lointains et les champs proches. Quand on est en champ lointain, on dit qu'on est en champ lointain parce que l'onde est bien formée. Et à ce moment-là, vous pouvez mesurer le champ électromagnétique avec une sonde. Vous voyez ? Mais ces sondes, elles ne sont pas capables de mesurer le champ électromagnétique en ce qu'on appelle champ proche, très près d'un émetteur, très près d'un téléphone, par exemple, ou près d'une antenne. Ils mesurent qu'en champ lointain, les endroits où on est exposé corps entier, en quelque sorte. Donc là, le champ électrique, la réglementation fait que le champ électrique, les valeurs vont de 28 à 87 volts par mètre. Alors là, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais cette valeur, elle dépend de la fréquence. Ça dépend de ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, comme l'absorption, elle n'est pas la même à toutes les fréquences, du coup, pour avoir toujours la même quantité en watts par kilo absorbée, il va falloir mettre plus ou moins d'énergie à l'extérieur. D'accord ? C'est pour ça que, en fait, vous avez un creux là vers 100 MHz. Là, vous voyez, ça c'est les valeurs limites, et là c'est les fréquences. Et quand on est vers 100 MHz, on a un creux qui correspond à l'endroit où l'absorption est maximale en termes de DAS pour une source d'une même valeur. Donc là où il y a une absorption maximale, c'est là où il faut des valeurs les plus faibles, en fait, parce qu'on est fixé de façon à avoir un DAS qui respecte les recommandations. Donc, toujours est-il qu'on a donc des valeurs à respecter. Et là, vous voyez qu'on a tout ce qui est radio, TV, téléphonie mobile se trouve ici, vous voyez, plutôt entre 28 et 61 volts par mètre. À partir de 2 GHz, vous êtes à 61 volts par mètre.
Donc ça, c'est les valeurs à respecter. Et puis, en champ proche, je vous ai dit, on ne peut pas mesurer qu'une sonde. Donc en champ proche, eh bien, il faut que ce soit l'appareil qui, lui, est fait au départ de telle façon à ce qu'il n'engendre pas un DAS qui dépasse les valeurs limites réglementaires. Les valeurs limites réglementaires, elles sont les mêmes que là, mais là, on peut mesurer, si vous voulez, on peut transposer ça en champ électrique mesurable, où on est sûr que quand on a ce champ électrique, on ne dépasse pas le DAS qui est recommandé. Et là, on est directement en DAS, et donc, en fait, il y a des appareils qui vont être en laboratoire pour permettre de mesurer le DAS qui est induit par un téléphone quand il fonctionne à fond. Et donc, les valeurs maximales, ça va être 2 watts par kilo maximum pour la tête et le tronc, et 4 watts maximum pour les membres. Donc le téléphone, en réalité, c'est la principale source d'exposition du public. On pourrait penser que c'est les antennes relais, parce qu'il y en a partout, mais finalement, le téléphone mobile qu'on se met près de la tête, c'est là où vous allez avoir les DAS les plus importants, parce que les antennes, elles sont loin, et donc finalement, on est exposé à des niveaux très très faibles. Et si on peut transposer ça en termes de DAS, disons que le DAS instantané, qui va être causé par un téléphone mobile, eh bien, il est, par exemple, 1000, 10 000 ou 100 000 fois plus important que ce que vous pouvez rencontrer dans la vie courante avec des antennes relais. Donc l'ANFR fait des mesures régulières de DAS sur les téléphones mobiles. Ça, vous en avez peut-être entendu parler. Des fois, il en trouve un qui dépasse les valeurs, donc il faut le corriger. Et puis, ils font aussi des mesures d'exposition du public. Et donc, vous pouvez aller voir ça sur le site cartoradio.fr. Donc, je vous laisserai aller regarder. Mais moi, je vais vous parler des mesures qui ont été faites parce que chaque année, ils font des campagnes de mesures. Donc, vous pouvez avoir, tout le monde d'ailleurs, peut avoir des mesures qui sont faites gratuitement par l'ANFR. Donc, il faut aller demander, remplir le formulaire, voilà. Donc, ces mesures, ensuite, elles sont compilées dans un rapport. Et puis, des fois, il y a des campagnes de mesures qui sont faites plus spécifiquement pour une raison donnée, pour un lieu ou pour la 5G, on va voir. Et donc, ces mesures permettent de voir que le niveau moyen médian, donc ça veut dire que la moitié des valeurs sont en dessous de ce niveau-là, et de 0,38 volts par mètre en France, sur le territoire, et 76% des mesures sont inférieures à 1 volt par mètre. Les niveaux sont toujours un peu plus élevés en milieu urbain, où il y a plus d'antennes et beaucoup plus de gens qui téléphonent. Et puis, ils ont constaté que l'exposition était comparable avant et après la mise en service des sites 5G, là où il y en avait. Ensuite, ils ont fait une campagne de mesure. L'ANFR a fait une campagne de mesure plus spécifique sur 370 sites 5G dans la bande 3,5 GHz pour voir ce que ça donnait. Et ils ont constaté donc une légère augmentation de 0,11 volts par mètre. Donc ça, c'était dans le rapport un rapport de 2021. Et puis, où ils ont donc fait fonctionner ces antennes et puis pris des mesures. Et ils ont estimé que pour le futur, il y aurait environ une augmentation de 20% du niveau ambiant avec la 5G développée sur le territoire. Donc, oh là là, au secours. Voilà. Alors là, dans cette bande-là, vous voyez, la fréquence autorisée maximale, c'est 61 volts par mètre, ce qui fait que je vous ai représenté ici, sur une échelle un petit peu, pour vous donner l'ordre de grandeur. Là, en rouge, vous avez les effets avérés. Bon, j'ai mis 2 traits parce que ce serait même encore plus haut, le niveau des effets avérés. Là, en bleu, vous avez les limites qui sont définies pour le public. En vert, vous avez les 1 volt par mètre qui sont 76% des valeurs mesurées sur le territoire. Et en rose, vous avez le niveau moyen médian. Donc vous voyez que l'exposition liée aux antennes dans notre environnement, c'est pas très fort. Donc pourquoi je vous ai dit que le téléphone était la principale source d'exposition? C'est parce qu'on va y venir.
c'est que finalement, les recherches, elles vont avoir beaucoup porté sur la téléphonie mobile. Alors, avant de parler des recherches à la téléphonie mobile, je vais faire un petit détour par le risque. Parce que là, on va parler du risque. Or, il ne faut pas tout mélanger. Et ça, il y a une grosse confusion souvent dans la population ou dans les médias, où c'est normal. Et donc, si on voit le petit Robert, il va dire que c'est un danger plus ou moins prévisible. Bon. Mais en réalité, c'est un concept, le risque. Vous savez. C'est-à-dire que le risque, il n'existe pas depuis la nuit des temps, comme on pourrait le penser. Ça a été inventé par l'humain. Autour du XIIe, XIVe siècle, ça s'est développé comme ça dans les compagnies maritimes italiennes, où l'idée risque viendrait peut-être de risco, qui veut dire écueil, et des bateaux qui se fracassaient sur les rochers à proximité des côtes. Et tout d'un coup, l'humain a eu l'idée de se détacher de l'idée de fatalité parce qu'il l'avait bien mérité ou parce que je ne sais quelle raison. Et donc, commençait l'idée d'avoir des compensations de ces pertes en fait liées aux accidents. Et donc, le risque a complètement accompagné la société moderne avec l'évolution des statistiques, des calculs probabilistes pour arriver à ce qu'on connaît maintenant. Mais vous voyez, dans nos sociétés, le risque est très présent avec les assurances qui sont calées pour calculer les risques. Et l'idée, c'est de calculer des compensations ou alors de prévenir les risques. Donc, on est là-dedans. Et finalement, un risque et un danger, c'est deux choses différentes, parce que les dangers, ils existaient déjà chez l'homme de Cro-Magnon, de se faire manger par une bête, voilà. Donc, c'est différent. Le risque, il est récent. Le danger, c'est pour ça que je vous montre un lion ici. Vous voyez, si vous êtes dans la savane, en train de faire des photos, avec un appareil photo, en short, là, hop, au coin d'un détour, vous voyez un lion qui n'a pas mangé. Et là, donc là, vous courez le danger, c'est le lion, et vous courez un grand risque, a priori. Par contre, si vous voyez ce même lion au parc de la Tête d'Or, qui n'a pas mangé, et ben là, vous êtes quand même relativement tranquille, quoi. Donc, vous voyez qu'avec un même danger, l'exposition n'est pas la même. Selon l'exposition, vous avez un grand risque ou un petit risque. C'est comme ça que donc il n'y a pas de proportionnalité entre danger et risque, et souvent c'est confondu. Dès qu'on sait qu'il y a un danger, on a peur, alors qu'il faudrait d'abord savoir s'il est en liberté, comment il est, combien il y en a. Donc c'est justement ce niveau d'exposition. Le risque avéré, ça veut dire que le danger, il est avéré, parce qu'on peut parler de risque pour un tas de choses. Mais après, est-ce que le danger est vraiment prouvé, quoi ? Donc voilà, il n'y a pas de proportionnalité il faut savoir que quand on parle de risque, on peut parler d'un tas de choses parce que le risque zéro n'existe pas, mais il faut que le danger soit prouvé quand on parle de risque avéré. C'est pour ça qu'on va chercher des preuves en sciences. Donc pourquoi on fait des recherches depuis les années 90 ? J'en reviens à mon histoire de téléphone. C'est que finalement, les recherches, on les a fait surtout cette grosse vague de recherche qu'il y a eu à partir des années 2000, notamment, non, ça a commencé dans les années 80, après je dirais dans les années 2000, c'est là où il y a eu le plus de budget qui a été mis dans ces recherches. Mais c'est parce qu'on se mettait, c'était la première fois qu'on se mettait finalement un émetteur si près de la tête, si près du corps. Parce que jusque-là, tout le monde a la radio, et la radio, ça marche avec des ondes électromagnétiques, mais le poste de radio, lui, c'est juste un récepteur. Tandis que le téléphone mobile, c'est comme une radio, il reçoit les informations et vous entendez parler dans le poste, en quelque sorte, mais vous pouvez vous aussi parler et lui, il émet vers l'antenne pour renvoyer l'information à votre interlocuteur. Donc, ça veut dire qu'on se mettait ce téléphone très près de la tête et que du coup, vous voyez la notion de risque, on se dit, un risque tout petit, vu que tout le monde se met à utiliser le téléphone, ça peut faire que l'exposition étant massive, un risque petit, un danger petit peut devenir un gros risque. D'accord ? Et puis d'autre part, il y avait la question d'une polémique qui s'est
enclenché aux États-Unis aussi, où un homme avait porté plainte parce que sa femme avait un téléphone portable et est décédée d'un cancer, et donc il accusait l'opérateur d'être responsable de ce cancer. Donc, ces incertitudes ont fait que la recherche s'est remise en route, si vous voulez, et le but de la recherche, et tout ce qu'on faisait nous, c'était pas de chercher les effets des ondes comme ça, comme si on connaissait rien. On savait que ça chauffait, et on savait qu'il y avait déjà une réglementation, mais la question c'est, est-ce que en dessous des seuils autorisés, il y a des effets non thermiques qui existent? Est-ce qu'il y a d'autres types d'effets? Donc c'est vraiment ça. L'idée, c'est est-ce que des effets qu'on trouve peuvent être trouvés sans pouvoir être mimés par un échauffement qui pourrait être lié aux ondes? Alors, il y a différents types d'études qui ont été faits, évidemment. Épidémiologique, c'est en population. Bon, je passe vite. Mais en population, c'est assez complexe parce que la population, vous n'avez pas que ceux qui téléphonent pas, où on va comparer ça facilement. C'est toujours compliqué, surtout pour les questions environnementales, parce que les gens font un tas d'autres choses et qu'il va falloir prendre en compte. Voilà. Il y a les études expérimentales, qui vont être des études soit in vivo, sur des animaux, sur des humains volontaires, par exemple, ou sur des plantes. Alors évidemment, la plupart des recherches ont été faites sur des rats, des souris à tous les âges, et pendant des durées variables. Des études in vitro, ça va être ça sur des cellules, sur des bactéries, en culture, et puis beaucoup d'études de physique. C'est-à-dire que moi, depuis le début où j'ai travaillé dans ce domaine jusqu'à la fin, il y a eu une explosion de la dosimétrie biologique qui, au début, n'était vraiment pas tellement maîtrisée. Et donc, finalement, il y a beaucoup d'études où on pensait qu'il y avait des effets, mais qui se sont avérés être des effets thermiques, finalement, parce que la dosimétrie était mal maîtrisée. Ça reste un point extrêmement compliqué dans les études et qui demande forcément qu'il y ait une collaboration dans les études entre des physiciens qui sont spécialistes des ondes électromagnétiques et des biologistes et des médecins. Et là, si on n'a pas la dosimétrie biologique, on ne sait pas ce qu'on fait en fait. On est en train de faire une sorte de toxicologie sans savoir ce qu'on a mis. Vous voyez, par exemple, une étude qui vous donne les valeurs en volts par mètre, le niveau d'exposition de l'échantillon ou du rat en volts par mètre, ce n'est pas utilisable. Parce qu'on ne sait pas, quand on dit en volts par mètre, quelle est l'exposition en watts par kilo. D'accord ? Ce qu'il faut, quand on fait les expériences, c'est savoir combien il y a de watts par kilo. C'est vraiment ça l'indicateur clé quand on fait de la recherche. C'est pour ça que j'ai insisté aussi sur le DAS. Alors, n'oublions pas que la science ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas, parce qu'on peut voir J'avais vu une manifestation, prouvez-nous qu'il n'y a pas d'effet. Non, ça, le chercheur, jamais il prouvera qu'il n'y a pas d'effet. Soit à force de faire des protocoles pour essayer de montrer que tel ou tel effet existe, et s'il n'arrive jamais à le montrer, on va finir par dire peut-être la probabilité est très faible que cet effet existe. Mais on va peut-être dire on a prouvé qu'il n'existait pas. D'accord ? Ne pas confondre effet biologique et effet sanitaire, comme je vous disais. Effet biologique, c'est une chose. Effet sanitaire, c'est quand on a dépassé les capacités d'adaptation du corps ou quand on a créé une lésion. Ne pas confondre non plus corrélation, causalité. Ça, c'est notamment en épidémiologie. Là, il y a des façons très fines d'analyser les études, parce que c'est pas parce que deux événements se produisent dans la même temporalité que l'un est la cause de l'autre. D'accord ? Vous pouvez aller voir, il y a un site qui s'appelle Spurious Correlation, qui est assez amusant, où vous allez voir les corrélations, vous allez trouver des choses extraordinaires. Ça vaut le détour. Donc, pour aller de la recherche à l'évaluation du risque, on va prendre toutes les études publiées. Alors évidemment, quand on fait une expertise, on repart chaque fois pas de zéro. On repart des rapports qui ont déjà été faits jusqu'à telle année, et puis ensuite, on fait la tranche suivante de recherches qui sont sorties, et quelquefois, l'ICNIRP, une fois, est reparti depuis le début, à tout réanalyser. Donc, mais c'est un travail de titan. Et donc, il y a à peu près 4000 publications, mettons, sur les radiofréquences. Tout ça va être fait passer au crible par des groupes d'experts qui sont multidisciplinaires pour faire une analyse critique des travaux qui sont disponibles.
Et pour en sortir, l'état des connaissances. L'état des connaissances, on va dire qu'un effet est avéré quand il a été prouvé dans des études publiées à comité de lecture, mais qui ont une méthodologie correcte, comme je vous disais. Une étude, elle ne suffit pas. Il faut encore que cet effet il soit démontré par plusieurs façons de le démontrer, indépendantes en fait. Et ensuite, il va falloir qu'il y ait une cohérence dans les résultats. C'est-à-dire que les résultats des études in vitro, par exemple, il va falloir que ça ait un sens avec les résultats des études épidémiologiques. Par exemple, si vous trouvez plein de cassures d'ADN dans des études expérimentales et jamais un cancer, ou le contraire, et dire là, il faut continuer à chercher, on n'a pas démontré qu'il était cancérigène, parce qu'il y a un souci, ça cloche. D'accord ? Donc, c'est à partir donc, de ces effets qu'on va sortir des effets avérés, connus, que la réglementation peut évoluer ou pas. Alors, il faut voir qu'il y a beaucoup d'études de mauvaise qualité. Quand on fait de l'expertise, on est relativement atterré par ça. Nous, on a à peu près 40% des études qu'on ne pouvait pas utiliser, qui étaient ratées d'une façon ou d'une autre. Mais heureusement, sur le nombre, on a aussi beaucoup de bonnes. Donc, on arrive à avancer. Et donc, il y a des rapports d'expertise qui sortent. Il y en a eu déjà énormément de rapports. Par exemple, entre 2009 et 2011, il y en était sorti plus d'une douzaine dans le monde. Donc, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur du nombre de rapports qui peuvent sortir. Donc, évidemment, je n'ai pas le temps d'approfondir les différents effets. D'abord, ce serait très long, mais des fois, je mets l'accent sur certains résultats. Là, je n'ai pas le temps. Mais au niveau autorisé pour la réglementation, l'ensemble sur les radiofréquences, donc l'ensemble des expertises dans le monde, depuis maintenant, on va dire 2009, ça n'a pas tellement changé, n'ont pas trouvé de relation établie entre l'exposition radiofréquence et une pathologie au niveau autorisé par la réglementation. Parce que les effets liés à l'élévation de température, là, vous en trouvez des effets. Il y a des effets tératogènes, il y a toutes sortes d'effets, mais à partir du moment où on est au-dessus de la réglementation, donc moi, je vous parle dans ces niveaux-là, et on n'a pas non plus trouvé de mécanisme, en fait, vous voyez, de mécanisme biologique qui était démontré et qui indique un danger, pour la santé. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un risque non avéré en dessous des limites réglementaires. Par contre, la réglementation, elle est basée par rapport à des risques avérés. D'accord ? Et la 5G dans tout ça, vous allez me dire. On était quand même censé parler de la 5G. Donc, vous voyez, il y avait cette gamme de fréquences, je vous ai montré au début. Et finalement, la majorité des études qu'on a, elles sont surtout de 800 à 3 GHz à peu près. Donc là, c'est là où il y a eu le plus de travaux. Alors, on va dire, oui, mais pourquoi les chercheurs n'ont pas cherché sur les fréquences de la 5G avant qu'il y ait la 5G ? Eh bien, je vous dirais qu'on n'avait pas non plus étudié la 4G avant qu'il y ait la 4G. Pour des raisons relativement simples, c'est que d'abord, vous avez vu que ça marche quand même par gamme de fréquences, donc on travaille à 2,6, 2,1, on a des effets qui se ressemblent, ou qui sont les mêmes. Et puis ensuite, parce que c'est des études qui sont extrêmement lourdes à faire, il faut avoir des systèmes d'exposition. Si on ne sait pas ce qui va se passer, on ne va pas se mettre à tester toutes les fréquences qui existent. Vous voyez ? Ensuite, quand on développe un système d'exposition, ça coûte très cher et encore faut-il le trouver, ce système d'exposition. Ça fait partie, c'est un moment extrêmement compliqué des projets de recherche, c'est de mettre en place le système d'exposition. Et forcément, du coup, les travaux se font sur des fréquences, soit qu'on est sûr qu'elles vont sortir, ou qui sont déjà en place. Et puis après, une fois qu'on a le système, eh ben, on a tendance à étudier toutes sortes de choses avec le système qu'on a. Il faut voir que c'est des études qui coûtent vraiment très cher. Donc, sauf si on fait n'importe quoi. Ça peut coûter pas cher. On prend un téléphone, on le met sur un rat,
Et après, on dit, j'ai vu des effets extraordinaires. Vous voyez ? Et sauf que là, vous voyez qu'il y a un problème. Vous comprenez pourquoi il y a un problème quand on met un téléphone sur un rat ? Bon, déjà qu'il ne parle pas dans le téléphone, mais vous voyez, si vous avez une certaine quantité d'énergie qui va sortir du téléphone. Si c'est votre tête, vous avez à peu près une tête de 2 kilos. Donc, le DAS, l'énergie, elle va être absorbée dans 2 kilos. Si vous focalisez cette énergie sur les 10 grammes de tête de rat, vous allez avoir un DAS. Donc, forcément, vous allez avoir des effets, parce que vous allez avoir des effets thermiques, peut-être. Vous voyez ? Vous allez avoir un DAS beaucoup plus fort. Si je vous donne un exemple, par exemple, vous voyez, je sais pas, à l'armée, par exemple, j'ai un collègue, là, il y avait un service de facteurs humains qui va étudier, par exemple, le fait de porter un sac à dos toute la journée. Vous voyez ? Alors, toute la journée, qu'est-ce que ça va faire ? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme pathologie de porter un sac de 30 kilos pendant 8 heures par jour ? Donc, le chercheur, il va prendre un rat, il va prendre le sac, il va mettre 8 heures le sac sur le rat. Et le soir, il va avoir un effet formidable sur le rat, évidemment, de ce sac de 30 kilos qu'il a mis sur le rat toute la journée. Et donc, il n'a plus qu'à courir devant la fraise pour dire que c'est épouvantable, qu'il y a des effets... Et bien, c'est ce qui se passe, en fait, avec certaines personnes qui ont mis un téléphone sur la tête d'un rat dans des expériences. C'est aussi idiot que de mettre un sac à dos sur un rat pour étudier l'effet du sac à dos sur un humain. Vous voyez ? Il faut dimensionner le système. Il faut faire un petit sac à dos pour rat. Voilà. Donc j'essaye juste de vous présenter un peu la complexité et des choses qu'on a pu voir dans la presse qui sont mais des études qu'on voit encore des fois, des gens qui se disent tiens, je vais étudier l'effet de ceci ou cela, mais sans connaître la dosimétrie biologique. Bon, toujours est-il qu'on a le plus d'études là. Alors évidemment, les nouvelles fréquences, 700, 3,5, 26, on n'a pas trop d'études. Qu'est-ce qu'on va en penser ? Donc, l'ANSES a fait un travail d'expertise collective qui est sorti en 2021 et qui a dit qu'elle ne voyait pas de risque nouveau pour la santé au vu des données disponibles. Pourquoi ? Parce que, d'abord, vous avez vu que les fréquences qui vont jusqu'à 2, qui est à 3,5, c'est très proche des fréquences qui ont déjà été étudiées. Donc, tout compte fait, les niveaux globaux d'exposition au champ électromagnétique seront comparables ou légèrement supérieurs à ceux des technologies existantes. Donc, on peut dire qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des risques nouveaux pour la santé comparés aux résultats des expertises pour les générations précédentes. Et puis, aux fréquences plus hautes, il y a déjà eu des rapports qui sont sortis à l'ANSES à des fréquences un peu plus hautes de 26, puisque c'était des rapports qui étaient faits pour les scanners corporels d'aéroports. Et là, donc l'ANSES, je lui ai mis un petit extrait, se différencie par une pénétration beaucoup plus faible des ondes. Pour autant, les données sont à l'heure actuelle trop peu nombreuses pour conclure à l'existence ou non d'effets sanitaires. Bon. Alors, conclure à l'existence ou non d'effets sanitaires, ça, c'est une phrase un peu qu'on retrouve dans tous les rapports quand on ne sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas d'études qui montrent des effets dangereux, d'autant plus que les niveaux l'exposition reste en surface. Mais ça va être plutôt là qu'on va orienter les prochaines recherches. Donc, les principales recommandations, c'est suivre l'exposition de la population, donc ce que fait l'ANFR régulièrement, poursuivre l'acquisition de connaissances nouvelles, notamment sur les effets sanitaires, identifier au plus tôt les impacts environnementaux et sociétaux du numérique. Bon, ça, c'est un peu en marge. Alors là, je vous cite juste 2 études, par exemple de Simco. Ça, c'est une revue qui portait sur 94 études, donc en ondes millimétriques, donc dans ces fameuses fréquences qui sont les plus hautes, sur lesquelles on a moins de données. Tout ça parce que ce n'était pas tellement utilisé, justement. Mais il y a par exemple, les radars de voiture, de recul, utilisent ces fréquences aussi. Donc, il
il y a donc cette revue de littérature qui est sortie. Il y a aussi en Australie l'agence ARPANSA, qui est un peu l'agence d'autorité sanitaire, en fait, l'autorité sanitaire, et l'Université de technologie de Suibourne, qui a sorti 2 méta-analyses, en fait, qui sont basées sur 138 études. Et donc, tous, alors j'ai pas mis d'autres plus récentes, mais il n'y a pas énormément, parce qu'il n'y a toujours pas énormément d'études dans ces fréquences-là. Donc ils disent que les études ne sont pas tellement de bonne qualité, mais les études de bonne qualité qu'ils ont n'indiquent pas l'existence d'un risque particulier, sachant qu'on sait qu'il y a les effets thermiques en surface à partir d'un certain niveau. Donc il faut savoir que, en fait, je vous ai parlé du rapport de l'ANSES qui est sorti en 2021, mais en 2020, il y avait déjà une vingtaine de pays qui avaient pris position sur les effets sanitaires de la 5G. Et donc, il y avait une vingtaine de rapports qui étaient disponibles, donc, qui étaient tous relativement rassurants. Donc, Norvège, Allemagne, bon, on n'a pas le temps de lire ça, mais tous disent, bon, ils ne voient pas pourquoi il y aurait des effets particuliers à ces fréquences-là par rapport aux autres fréquences de radiofréquences qui sont relativement proches. Donc voilà, l'OMS, tant que l'exposition globale reste inférieure aux recommandations internationales, aucune conséquence pour la santé publique n'est attendue. Et il y a un rapport que vous pouvez consulter, qui est un rapport français qui a été fait par une mission interinspection en 2020, qui a épluché en fait tous les rapports qui étaient disponibles en 2020. Donc ça, c'était dans l'attente du rapport ANSES, puisque le déploiement de la 5G a eu lieu en 2020, et qui concluait que tout ça était relativement rassurant. Donc il y a des études qui se poursuivent, épidémiologiques notamment. Maintenant, on est plus dans une phase de veille, si vous voulez. La phase d'excitation autour des recherches sur les radiofréquences, ça a été un moment passionnant de la recherche, mais elle est derrière nous maintenant. Maintenant, on a par exemple l'étude Cosmos, qui est une étude internationale avec 6 pays, qui est pilotée par le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, et qui est une cohorte prospective sur 30 ans, donc qui dure jusqu'à 2037 au moins. Et là, il y a à peu près 310 000 personnes qui sont englobées dans cette étude et qui sont suivies. Donc chaque année, ils vont avoir des questionnaires. Alors, souvent, ce n'est pas une étude qui est dédiée sur la téléphonie, ça va être sur l'alimentation, sur des habitudes de vie, c'est vraiment pour suivre la santé, et là-dedans, il y a des questions par rapport aux usages des téléphones, mais aussi d'autres appareils connectés, en essayant le plus possible d'avoir des informations sur le type d'exposition. Parce que si on dit juste, est-ce que vous avez un abonnement téléphonique et que la personne, t'en a un qui l'utilise à l'oreille et l'autre qui l'utilise avec des oreillettes, ou vous voyez, ou qui l'utilisent que pour faire des photos, vous n'avez pas du tout la même exposition. Donc il y a toute cette complexité et il y a des questionnaires qui sont posés. Donc les résultats commencent à sortir, certains résultats sur les acouphènes, les maux de tête, où ils ne voient pas d'effet particulier liés aux ondes électromagnétiques, en tout cas qui peuvent relier à des ondes électromagnétiques. Enfin voilà, donc ça c'est une étude en fait qui se poursuit et sur laquelle qui va englober forcément la 5G, puisqu'on demande aux gens ce qu'ils utilisent comme type de réseau, comme type d'onde électromagnétique, et donc la 5G va naturellement rentrer dans cette étude de cohorte. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je vais quand même vous signaler les risques indirects avérés du téléphone. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'agence de sécurité routière avait fait une campagne devant l'hécatombe d'accidents mortels liés à des personnes qui téléphonent au volant. Ensuite, maintenant, on a les snowbies, je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire que là, vous pouvez aller regarder sur le site de la police de Lausanne, qui a fait une vidéo absolument trash, elle a même fait 2, sur les snowbies. C'est les gens qui téléphonent en ville. C'est des accidents de rentrer dans un...
c'est une accidentologie toute bête, quoi. Vous tombez d'un trottoir, vous rentrez dans un lampadaire, voilà. Vous vous faites écraser. Donc ça, c'est les zombies. Et puis, il y a aussi les selfies. Donc, c'est une des 2 études qui a étudié le nombre de morts par selfie, a conclu qu'en 6 ans, les selfies ont fait plus de morts que les requins. Et effectivement, de temps en temps, on a des nouvelles de quelqu'un qui, en prenant une photo, est tombé dans une cascade en Thaïlande ou des choses. À tel point qu'il y a des lieux où maintenant c'est marqué No Selfie Zone parce que c'est beau et paf. Alors c'est plutôt des jeunes. L'âge moyen dans les études ce qu'ils ont retrouvé, c'était 23-24 ans, sachant qu'il y a une grosse incertitude sur le nombre puisque tous les accidents de selfie ne passent pas dans la presse. Ils ont étudié la presse. Donc voilà. Donc on va juste terminer sur une diapo sur l'information. Alors ça c'est Nicolas, un physicien qui dessine bien, qui nous a dessiné ça. Parce que vous savez que pendant la pandémie, la 5G était quand même responsable de beaucoup de choses. On a eu toutes sortes de théories à tel point que l'OMS et beaucoup d'agences sanitaires ont dû se fendre d'un communiqué pour expliquer que non, c'est pas la 5G qui avait entraîné l'épidémie. Et donc le compteur Linky a eu chaud. Et finalement, l'OMS en 2006 avait fait, disait un aide-mémoire sur la perception du risque. Et cette phrase-là, finalement, certaines personnes perçoivent les risques de l'exposition comme étant probables ou même éventuellement graves. Ces craintes se fondent sur les annonces dans les médias relatant de nouvelles études non confirmées et conduisant à un sentiment d'incertitude, à la perception qu'il pourrait y avoir des dangers inconnus qui n'ont pas encore été découverts. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Cette sorte éventuellement de perception qui est liée à ce qui est relaté dans la presse quand il y a une étude qui sort. Et c'est pas du tout propre aux ondes électromagnétiques d'ailleurs. Mais voilà, c'est toujours d'actualité. Donc finalement, voilà, la conclusion, on en arrive à la conclusion. Il y a eu plus de 30 ans de recherche, vous avez vu, sur les radiofréquences. Les conclusions des expertises du risque, elles sont cohérentes et rassurantes. On ne peut pas dire que ce soit inquiétant. Depuis 2009, même s'il y a des recherches qui peuvent se poursuivre. La réglementation pour protéger la santé, elle est adaptée aux fréquences de la 5G aussi. Il y a des poursuites de recherche dans certains domaines. Donc maintenant, il y a un petit regain de recherche dans les fréquences plus hautes. Selon les pays aussi, parce que par exemple en Allemagne, ils ne financent plus de recherche, ils financent de l'information. Mais il y a d'autres pays. En France, l'ANSES a un fonds de recherche et il y a encore une recherche relativement active sur le sujet. Donc ça dépend vraiment des pays. La 5G soulève des questionnements légitimes. Vous avez vu qu'elle est devenue aussi le symbole d'une évolution vers la société du numérique qui fait débat, nourrit des imaginaires et peut cristalliser des oppositions. Donc c'est un sujet qui est passionnant en fait, mais dans lequel la santé n'est pas du tout l'essentiel du sujet, dans la mesure où on respecte la réglementation. Donc j'avais fait un dossier radiofréquence et santé qui est paru dans l'encyclopédie de l'environnement de l'université. Si ça vous intéresse, il y a aussi beaucoup de références et plus de détails sur tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Donc je crois que j'arrive au bout. Je vais vous remercier de votre attention. On a fait un livre dans la section rayonnement non ionisant là, que j'ai amené. S'il y a des personnes parmi vous qui sont intéressées, c'est un livre qui traite tous les rayonnements non ionisants. Chaque fois un spécialiste, parce qu'on n'est pas spécialiste de tous les rayonnements non ionisants. Moi, je suis plus spécialisée sur les radiofréquences. Les basses fréquences, je commence à être à l'aise, mais je ne vais pas vous parler des rayons lumineux, par exemple. Donc là, chacun a fait sa partie, mais de façon à ce qu'on puisse comparer chaque fois. C'est comme un livre à tiroir, on n'est pas obligé d'être spécialisé pour le lire. On a ici une relectrice d'ailleurs qui n'était... Voilà, la voilà. Qui nous a fait des personnes qui ont lu le livre, qui n'étaient pas spécialement spécialisées. Et puis à la SFRP, on fait des fiches techniques
pour synthétiser certains sujets. Donc on a fait une fiche technique sur la 5G. On a d'autres fiches techniques qui vont être plus pour les professionnels ou pour les lasers, pour les rayonnements optiques. Dernièrement, on vient d'en faire une qui va sortir, qui est sur l'IRM et la réglementation pour les professionnels et aussi la sécurité des patients. Et donc là, j'ai donc la fiche pour la 5G qu'on a fait spécifique. Et donc tous ceux qui veulent une fiche pour la 5G, vous venez me voir et j'espère que j'en aurai assez pour tous ceux qui en voudront. Mais j'en ai amené une petite pile qui résume tout ça. Donc voilà, je vous remercie.